Bien, on a vu ce qui se passait quand on avait un sous-espace vectoriel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on en a deux? Eh bien, on peut les associer et créer ce qu'on appelle des opérations sur les sous-espaces vectoriels. Par opération, je veux parler d'opération interne. À deux sous-espaces vectoriels, on associe un troisième sous-espace vectoriel. Eh bien, on a exactement deux opérations. L'intersection, voilà, bon, qui n'est plus à présenter, c'est l'ensemble des éléments U de E tel que U est à la fois dans F et dans G. Mais il y a aussi quelque chose de nouveau qui n'était pas dans la théorie des ensembles, évidemment, c'est F plus G. C'est l'ensemble des U qui se décompose en V plus W avec V dans F et W dans G. Bon, alors, pourquoi ces opérations vont-elles par deux, comme dit François Hardy, dans la rue, deux par deux. Parce que, toujours pareil, vous avez compris, c'est la dualité. Vous avez deux approches, toujours. Déjà, pour un seul sous-espace vectoriel, je vous avais dit, il y a deux approches. Une approche qui est additive, c'est-à-dire on prend des vecteurs et on génère des sous-espaces vectoriels, et une approche soustractive, c'est-à-dire on part de tout et on crée des contraintes comme des systèmes linéaires, en quelque sorte, des contraintes linéaires, et ça c'est soustractif. Donc vous voyez que là, ça va être soustractif, d'accord? On crée des contraintes. Par exemple, si lui, f est défini par un système linéaire et g défini par un système linéaire, ben f inter g, ça va être défini par les deux systèmes linéaires, d'accord? C'est l'intersection des deux. Et puis, vous avez la partie positive, la partie additive, c'est f plus g, c'est-à-dire que si f est engendré par un système de générateurs et g engendré par un système de générateurs, alors f plus g est engendré par réunion des deux systèmes de générateurs. Voilà, et ça, c'est cette dualité qui est omniprésente dans les sous-espaces, dans les espaces vectoriels en général. Alors, attention aux opérations qui n'existent pas, de la même manière que le vide n'est pas un espace vectoriel, et ben, la réunion n'est pas un sous-espace vectoriel. En fait, on a un résultat plus précis qu'on peut faire en exercice. F union G est un sous-espace vectoriel si et seulement si F est inclus dans G ou G est inclus dans F. C'est-à-dire, dans ce cas-là, F union G, eh ben, c'est G dans le premier cas ou F dans l'autre. D'accord? En gros, il faut l'imaginer, vous avez la réunion de deux droites, voilà, ce sera jamais, il y aura toujours un point là qui sera somme en quelque sorte ici et qui ne sera pas, donc qui sera une combinaison linéaire d'éléments de F union G et qui ne sera pas dans F union G, d'accord? Voilà comment moi je le vois. Alors maintenant, pourquoi F inter G est un sous-espace vectoriel? C'est presque évident. On a donné des critères pour les sous-espaces vectoriels. Il faut que ce soit non vide. Bon, ça c'est évident, il y a le vecteur nul en commun. Bon, c'est évident, mais il fallait y penser, mais évidemment. Et pourquoi c'est... Parce que par exemple, pour les sous-espaces affines, ça ne va pas être le cas, l'intersection, parce qu'il n'y a pas de vecteur nul dans le monde de l'affine, d'accord? Et f plus g, et puis que c'est stable par combinaison linéaire. Ça c'est évident aussi, puisque chacun des sous-espaces est stable par combinaison linéaire. F plus g, pareil, c'est non vide, parce que ça contient 0 plus 0, ça c'est un peu plus facile, et ça contient f déjà, et g, qui sont eux-mêmes non vides, mais c'est stable par combinaison linéaire. Là, je préfère le décomposer en une somme et un produit extérieur. Donc la somme, vous voyez que c'est quand on va l'écrire V plus W et V' plus W', alors c'est le fait que c'est associatif et commutatif ici qui va faire que ici on va avoir un F et G ici, d'accord? Là ce sera dans F, là ce sera dans G, donc on retrouve que c'est dans F plus G. Et là c'est évident, d'accord? Si on n'avait pas eu le côté abélien,
là, ça aurait pas été stable. C'est ce qui se passe dans le monde des groupes non abéliens, où on est obligé de prendre une autre définition. Maintenant, ce qui est important dans ces deux opérations, c'est qu'on les a définies, mais on ne les a pas caractérisées. C'est peut-être un peu subtil de dire ça comme ça, et même ça a ses limites, mais regardez la caractérisation, c'est-à-dire en tant que sous-espace vectoriel, en oubliant ce qu'il y a dedans, en tant que sous-espace vectoriel, quelle est leur propriété à ces deux-là? Eh bien, regardez, si on prend un sous-espace vectoriel A de F et que A est aussi un sous-espace vectoriel de G, alors A est forcément un sous-espace vectoriel de F inter G. Et là, si F est un sous-espace vectoriel de B et G un sous-espace vectoriel de B, eh ben, F plus G est un sous-espace vectoriel de B plus B. Mais ça, c'est quelque chose d'amusant, c'est que quand vous prenez deux sous-espaces vectoriels, comme c'est stable par combinaison linéaire, eh ben, B plus B, c'est égal à B. Et ouais, il n'y a pas d'erreur, hein, d'accord? Donc, regardez, ça veut dire que AF inter G est le sous-espace vectoriel maximal, d'accord, contenu dans F et G. Et de façon duale, hein, F plus G est le sous-espace vectoriel minimal, d'accord, qui contient F et G. Alors ça peut vous faire penser, évidemment, en arithmétique, là à ce qu'on appelle le PGCD, d'accord, donc qui est l'élément le plus grand diviseur commun, et ça fait penser au PPCM, c'est-à-dire que c'est le plus petit commun multiple, hein, d'accord? C'est toujours des questions de relations d'ordre. Voilà la présentation de ces deux opérations. Maintenant, tout de suite, on va voir on se dit, bon, on a un instrument de mesure, c'est la dimension, et ben, on va regarder tout de suite la mesure de ces deux espaces qu'on a créés, et il y a une très belle formule, très belle, très symétrique, qui s'appelle la formule de Grassmann, qu'on va voir tout de suite. Voilà, alors on a la formule de Grassmann. Regardez cette formule, c'est que la dimension de F plus G plus la dimension de F inter G, c'est la dimension de F plus la dimension de G. Ça va être utile, on verra ensuite pourquoi. Mais d'abord, on va regarder une petite preuve de ça. Et la première idée de la preuve, ce serait que ça fait tellement penser à la première formule de Kriebel, d'accord, que le cardinal, quand on a des ensembles, A et B, le cardinal de A union, des sous-ensembles, on va dire, d'un ensemble, que le cardinal de A union B, plus le cardinal de A inter B, c'est le cardinal de A, plus le cardinal de B, hein, d'accord? C'est-à-dire que quand on ajoute le cardinal de A et le cardinal de B, c'est le cardinal de A union B, sauf qu'on a ajouté deux fois le cardinal de A inter B, et donc il faut le rajouter une fois de plus, parce qu'il est déjà là-dedans, mais il faut le rajouter une fois de plus pour compenser. Donc cette formule qui est claire, hein, qui donne ensuite, qui se généralise dans ce qu'on appelle la formule du Kriebel, fait penser à la formule de Grassmann, et on va se baser là-dessus. C'est-à-dire que maintenant, les ensembles vont être les bases des différents partenaires là, que l'on a ici. On va partir d'une base de F inter G. On part du plus petit. F inter G, on va dire que il existe donc une base, on est tout en dimension finie, hein, E1 jusqu'à EK. C'est-à-dire que la dimension de F inter G, c'est K. Maintenant, comme F inter G est une base et est inclus dans F, eh ben, je complète cette base-là, d'après le théorème de la base incomplète, en une base de F. Donc là,
vous voyez une base de f avec la dimension de grand F, c'est petit r. Maintenant, je fais pareil pour G, c'est-à-dire que je pars de f inter G qui est inclus dans G et je le complète en une base de G. Là, ici, la dimension de G, c'est petit s. Et ce que je veux, donc ici, vous voyez ce que j'ai fait, hein, je suis parti de là, et j'ai fait de la base incomplète là, et de la base incomplète là. D'accord? Et maintenant, je veux montrer que ici, la réunion des deux bases, en quelque sorte, c'est une base de f plus g. Si j'arrive à montrer que c'est une base de f plus g, alors, ben, comme la dimension c'est le cardinal d'une base, et qu'on a au niveau ensembliste ceci, ben, on a exactement cette formule-là. D'accord? Vous pouvez le compter, hein, si vous voulez, vous avez... ici, vous comptez combien il y en a, hein, il y en a R plus, et donc ici vous en avez R, ici vous en avez S moins R, S moins K, pardon, et donc vous en avez R plus S moins K, donc la dimension ici, c'est bien R plus S et moins K, d'accord? Voilà. Alors, comment on montre que c'est une base? Faites attention quand même. La première chose, on a envie de dire libre et générateur, mais il y a une petite chose quand même à penser avant, c'est qu'on est bien dans f plus g, c'est-à-dire que tous ces éléments sont dans f plus g, parce que sinon, ce ne serait pas... Voilà, quoi. Bon, c'est tout bête, mais bon, c'est juste comme ça. Alors maintenant, pourquoi c'est générateur? Ah, pourquoi c'est générateur? Parce que si on prend un élément de f plus g, il faut montrer qu'il se décompose dans cette famille. Alors, ben oui, parce qu'il se décompose dans f plus, comme somme d'un élément de f et d'un élément de g, que l'élément de f va se décomposer là-dedans, et que l'élément de g va se décomposer là-dedans. Donc, globalement, ça va bien se décomposer dans la réunion des deux. C'est déjà quelque chose, hein, qu'on peut dire, et qui est très général, d'accord? Ça, on l'utilisera assez souvent, et c'est très naturel, c'est que quand on prend la réunion d'une famille génératrice de f et d'une famille génératrice de g, on a toujours une famille génératrice de f plus g. En revanche, on n'a pas forcément la même chose pour libre. Si vous pensez en termes de dualité, c'est pas mal parce que vous pouvez trouver quelque chose de dual. Si on prend une partie libre de f et d'une partie libre de g, alors en prenant l'intersection des deux familles, on a toujours, quitte à ce que ce soit l'ensemble vide, hein, une famille libre de f inter g. Hein, toujours, c'est très fécond, hein, ces histoires de dualité pour une pensée systématique. Alors maintenant, la liberté. Il faut montrer que c'est libre. Donc là, vous voyez, je vous ai écrit une petite relation entre ces éléments, sauf que j'ai mis en membre de gauche une combinaison linéaire ici, et en membre de droite, une combinaison linéaire là. Ça revient au même, hein, ça reste une combinaison linéaire. Et il faut montrer que cette combinaison est triviale, c'est-à-dire que tous les coefficients sont nuls. Ben oui, parce que le membre de gauche, il est dans F, d'accord? Parce que tout ça, c'est une base de F. Et le membre de droite, il est dans G. Oui, donc ça veut dire que, globalement, ils sont tous les deux dans F inter G. Mais s'ils sont dans F inter G, ça veut dire que lui, il est dans F inter G, donc il s'écrit en fonction juste des EI. D'accord? Ben oui, mais s'il est égal à une somme des EI, étant donné que ça c'est libre, puisque c'est une base, d'accord? Ben, ça veut dire que les NUI sont nuls, d'accord? Et donc, ça veut dire que c'est nul ici, le membre de droite est nul. Et à partir du moment où le membre de droite est nul, eh ben, on se sert du fait que ceci c'est une base, et donc que c'est libre entre autres, et donc c'est nul aussi. Donc tous les coefficients sont nuls, c'est libre, et on a la formule de Grassmann. Maintenant, on va parler des commentaires sur la formule de Grassmann,
il y a de quoi dire parce qu'elle est utile et il y a des garde-fous aussi, donc on va vous présenter tout ça.